Et donc, je vais me permettre de céder la parole à Mathieu Alfort de Natagriwal pour nous présenter les mesures d'accompagnement des éleveurs et les moyens de protection. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, Ok, je vais lancer le partage d'écran. et on voit bien l'écran aussi. C'est bon comme ça? Super. Très bien. Bonsoir à tous. Merci du coup aussi Christelle pour l'invitation parce que c'était vraiment important d'aborder le sujet et de communiquer vers le monde de l'élevage sur cette thématique et de présenter les différentes mesures qui sont prévues. Donc, ça va être l'objet de mon exposé ici. Donc, moi, je travaille chez Natagriwal en tant que conseiller Natura 2000. Euh, et justement, pour commencer mon exposé, je comptais peut-être vous présenter très brièvement notre ASBL pour ceux qui ne la connaîtraient pas, euh, pour ensuite aller dans le vif du sujet, à savoir le plan loup et les mesures d'accompagnement vis-à-vis des éleveurs, et parler un peu plus des diagnostics de vulnérabilité et de ceux qu'on a fait notamment. Donc, Natagriwal, nous, on est une SBL en fait, et on s'occupe principalement une de nos missions principales, c'est l'encadrement des méthodes agro-environnementales et climatiques, que certains d'entre vous connaissent probablement. Et donc là, on encadre surtout les agriculteurs qui souhaitent bénéficier de ces primes, qui concernent soit des méthodes comme on appelle les prairies naturelles ou bien les tournières, mais ça concerne aussi pas mal d'éleveurs, et notamment des éleveurs de moutons, ceux qui gèrent les réserves naturelles notamment, et qui pâturent ce qu'on appelle les prairies de haute valeur biologique. Donc là, les conseillers de Natagriwal encadrent particulièrement les agriculteurs dans le cadre de ce programme agro-environnemental. C'est une de nos premières missions. Notre deuxième mission importante, c'est une information par rapport à Natura 2000, la mise en œuvre du réseau Natura 2000. Il y a toute une réglementation associée à ce réseau. Et donc là, on est chargé d'informer les propriétaires ou les gestionnaires de terrain qui ont des terrains en Natura 2000. Donc là, ça peut être aussi bien des forestiers, des particuliers ou des agriculteurs également. Donc c'est aussi bien des propriétaires publics que privés. Et là, on les informe sur la carto, les mesures de conservation, ce qu'on peut faire ou ne pas faire en Natura 2000, les compensations qui sont proposées également, puisqu'il y a des indemnités financières qui sont proposées en Natura. Il y a aussi des subventions à la restauration, où là, on fait beaucoup de projets de restauration écologique, où on met en place des clôtures, notamment pour faire des projets de restauration de milieux tels que les pelouses calcaires ou les prairies maigres de fauche, et mettre en place du pâturage extensif. Et donc, on informe aussi sur les habitats ou les espèces Natura 2000. Eh bien, le loup étant une espèce de la directive Natura 2000, on est également amené à communiquer là-dessus. Et donc, on produit quelques outils de communication. Donc, vous voyez des exemplaires sur l'écran. Une mission plus récente, c'est une mission par rapport aux haies, par rapport au fameux projet 4000 km de haies de la ministre. Là aussi, du coup, on encadre les agriculteurs qui souhaitent bénéficier de ces subventions à la plantation. Et puis, très récemment aussi, ça c'est une nouvelle mission, celle que je vais vous présenter aujourd'hui dans cet exposé. Mission certes délicate, mais qu'on espère mener à bien, évidemment, dans le respect de chacun, à savoir l'accompagnement des éleveurs en termes de protection des troupeaux. On est surtout composé de conseillers de terrain, en fait, avec pour les conseillers en agro-environnement, c'est, si vous voulez, des conseillers agricoles. Il y a une équipe en agro-environnement, une équipe Natura 2000. Ceux qui s'occupent plus ici de la prévention dans le cadre du plan loup, c'est plus l'équipe Natura 2000 qui est sollicitée. On a également une vétérinaire chez nous qui va travailler plus sur la veille scientifique par rapport aux dispositifs de protection. Mais donc, on est actif dans toute la Wallonie. Et ben, comme ça, vous voyez un peu la composition de notre équipe.
Le plan loup et les mesures qui sont prévues pour les éleveurs. Christelle, tu as déjà très bien résumé les différentes mesures. Donc, désolé pour les redites de certains éléments que je vais reprendre dans mon exposé. Comme tu l'as dit, un objectif opérationnel essentiel de ce plan loup, c'est cet objectif 3. Et nous, ici, chez Natariwal, on est impliqués surtout dans trois sous-actions. La mise à disposition des kits de protection, le soutien à l'installation de moyens de protection durable et également la veille scientifique des moyens de protection. Là, ici, il s'agit de réfléchir à un protocole qui permettrait un peu de montrer l'efficacité des moyens de protection qui seraient mis en place, notamment avec des caméras pièges ou ce genre de choses. Et on est aussi impliqué dans l'objectif opérationnel 4 à travers la sensibilisation des publics cibles. Et nous, on est plutôt concernés, évidemment, par rapport à la communication vers le monde de l'élevage. La première action dont je vais parler ici, c'est cette mise à disposition des kits de protection. De quoi s'agit-il? Donc c'est en cas d'attaque, mais ça peut être aussi de manière préventive dans certaines situations à risque. Ça consiste à aider les éleveurs à se protéger en leur fournissant un kit de protection. De quoi est constitué ce kit de protection? Eh bien, ce sont bien souvent des filets mobiles électrifiés, mais ça peut être aussi des moyens d'effarouchement, que je vais vous montrer, vous illustrer dans la slide suivante. Et donc ça, comme tu l'as dit Christelle, ça se fait sur base d'une analyse de risque qui se fait sur le terrain. Les situations à risque, elles ont été aussi évoquées précédemment, ce que tu appelais les zones à risque de prédation. C'est donc soit situé en zone de présence permanente, c'est aussi les troupeaux qui seraient situés dans un couloir de dispersion régulier où il y a eu des attaques, ou ça peut être aussi dans des zones où il y a eu plusieurs attaques successives. En quoi consiste cette analyse de risque? Ça s'appelle aussi un diagnostic de vulnérabilité. En gros, c'est une analyse de la situation où on va sur le terrain, on visite les parcelles, on collecte toute une série d'informations par rapport à la conduite de l'élevage, le type d'animaux, le nombre de parcelles concernées. Et surtout, on parcourt les clôtures pour voir un peu leur état et leur vulnérabilité par rapport à un loup qui pourrait passer, s'introduire dans l'exploitation. On fait un rapport photo et puis bien sûr, on fait des propositions et des recommandations en matière de protection. Donc, il y a quatre analyses de risque qui ont été faites depuis mai 2020. Chaque cas de figure est différent. Donc, le plan loup, pour rappel, il a été adopté en juin 2020. Donc, ça a déjà pas mal bougé depuis l'adoption du plan. En quoi consistent ces kits de protection? Je l'ai dit, ce sont soit des filets mobiles électrifiés ou des dispositifs d'effarouchement. Les filets mobiles, vous voyez une photo ici en bas à gauche. C'est des clôtures mobiles que vous avez certainement déjà vues sur le terrain. Les dispositifs d'effarouchement, ça peut être soit ce qu'on appelle des turbofladeries. Donc là, c'est un fil auquel sont rattachées des banderoles et tout le dispositif est électrifié. Et ces banderoles peuvent effaroucher le loup et comme le dispositif est électrifié aussi, s'il le touche, il se prend un coup de jus. Il y a aussi comme dispositif ce qu'on appelle des Fox Light. Là, c'est une lampe qui émet un flash et là aussi, ça peut effrayer le loup. Les dispositifs d'effarouchement, ils sont plus simples à installer sur le terrain, ils sont plus rapides donc à l'installation et donc ils peuvent être mis en place plutôt en urgence en attendant de placer un filet mobile électrifié. C'est donc une mise à disposition gratuite qui est prévue dans le cadre du plan. Il y a simplement une convention à signer. Il faut aller chercher le matériel dans des lieux de stockage où tout ce matériel est entreposé. Le service public de Wallonie a déjà commandé toute une série de kits et ils sont déjà entreposés à différents endroits de Wallonie. Donc nous, dans ce cadre-là, chez Natariwal, on procède à l'analyse de risque et on donne les premiers conseils à l'installation de ces dispositifs. L'installation de l'entièreté du dispositif reste à charge du propriétaire. Nous, on ne donne que les premiers conseils. Et comme ça a été évoqué aussi, il y a possibilité de recourir à l'aide des bénévoles de la Wolf Fencing Team, où il y a une section wallonne qui est en place.
Bien entendu, ces dispositifs de protection, ils ne sont pas infaillibles, hein. C'est des dispositifs Ah non. qui vont compliquer, hein, la tâche du loup et limiter le risque de prédation, mais ils ne sont pas infaillibles, évidemment, à 100%. Quelques photos pour ces kits de protection. Donc avec le kit, il y a tous les éléments, hein, qui vont avec. Il y a le filet mobile en tant que tel. Ce sont des rouleaux de 50 mètres, donc parfois évidemment il en faut plusieurs. De type Flexinet. Ils ont une hauteur de 1,20 m et c'est un voltage de 5000 volts qui est prévu. Donc, on fournit évidemment avec le kit aussi l'électrificateur, les batteries, les piquets de coin métalliques, les raccords pour les filets, etc. Alors, ce kit de protection, c'est vrai que ça ne convient pas partout non plus, dans toutes les situations. On est déjà tombé dans des situations de parcelles où là, l'éleveur ne voulait pas mettre ce genre de dispositif parce qu'il était dans des parcelles qui étaient fort fréquentées par du gibier, par exemple, que ce soit des sangliers ou bien des cervidés. Et donc, systématiquement, ces filets mobiles qu'il avait déjà utilisés par ailleurs étaient complètement retournés. Donc, dans certaines situations, c'est vrai que ça ne convient pas. Et puis, c'est vrai que ça demande effectivement de l'entretien et certains points d'attention pour que le dispositif soit efficace. Il faut bien débroussailler la végétation au sol. Il faut s'assurer aussi que des branches ne touchent pas le filet pour éviter les pertes de charge. Il faut faire attention à ce que la masse soit bien humidifiée en temps de sécheresse, sinon le dispositif perd aussi en efficacité. Donc, c'est vrai que du coup, ça demande une charge de travail supplémentaire indéniable. Mais donc, le deuxième point qui est prévu dans le cadre du plan loup, c'est de soutenir l'installation de moyens de protection plus durables. Si il présente là une efficacité supérieure au kit de protection, ou si c'est plus pertinent de mettre en place des dispositifs plus durables plutôt qu'un dispositif temporaire. Ce sont donc ces fameuses subventions à 80%. C'est donc une subvention uniquement sur les frais de matériel. Donc les frais d'entrepreneur à l'installation, là par contre, ne sont pas pris en considération. Christelle a déjà évoqué les conditions d'éligibilité de ces subsides, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais donc ça peut constituer en un renforcement ou une électrification de clôtures existantes, ou bien ça peut être aussi la subsidiation de nouvelles clôtures à installer. Par exemple, un treillis à 1,2 m avec 2 fils électriques. C'est un dispositif qui a été recommandé en Allemagne notamment. Et donc, pour cette action-là, nous, c'est le même principe que pour les kits de protection. On donne les premiers conseils et on aide le demandeur pour introduire son dossier de subside. Et puis pour l'installation, c'est à sa charge, mais il peut faire aussi appel aux bénévoles de la Wall Fencing Team pour l'aider dans la mise en place. Des moyens de protection, il y en a pas mal dans la littérature, avec chacun ses avantages et ses inconvénients. Ça peut être aussi bien un Ursus de 2 mètres de haut, mais qui n'est pas électrifié, mais ça c'est évidemment plus compliqué à mettre en œuvre et c'est plus coûteux. Ou ça peut être renforcé des clôtures existantes en Ursus. J'ai parlé ici du treillis à 1,20 m avec 2 fils électriques, mais ça peut être aussi plus simplement une clôture en barbelé où on rajoute des fils électriques. Alors on peut rajouter 3 fils, 4 fils, 5 fils, 6 fils, ça dépend un peu des cas de figure et du type de bétail qu'on veut protéger. Alors, comment ça se passe concrètement en termes d'intervention sur le terrain? Quand est-ce qu'on réalise les analyses de risque? Ici, avec le DEMNA, on essaie de cadrer un peu les choses en termes d'intervention. On peut distinguer deux grands cas de figure, soit agir alors qu'il n'y a pas eu d'attaque, donc là on agit de manière strictement préventive. Là, il faut distinguer selon qu'on soit hors de zone de présence permanente ou bien en zone de présence permanente. Si on n'est pas en zone de présence permanente du loup, le risque est assez faible. Là, on va plutôt fonctionner par un conseil à distance sur base d'un formulaire qui reste encore à faire, mais on va essayer de collecter des informations
pour pouvoir donner des conseils à la personne en matière de protection, mais pour éviter d'aller sur le terrain lorsque le risque finalement est assez faible. Par contre, si on est dans une zone de présence permanente, même s'il n'y a pas eu d'attaque, on peut quand même procéder à une analyse de risque avec une visite de terrain et un rapport qui sera fait, qui peut aboutir à une aide à la protection possible, soit via le kit de protection ou via les clôtures permanentes. En cas de première attaque, là, la boucle est un peu différente. Il faut d'abord l'expertise par l'expert du réseau loup pour diagnostiquer si c'est effectivement une attaque de loup, certain ou probable. Et là, une analyse de risque peut être faite dès la première attaque, qu'on soit hors ZPP ou en ZPP. Et à l'issue de cette analyse de risque, décider s'il faut soit le kit de protection ou la clôture plus permanente. Si ce n'est que dans le cas de figure hors de zone de présence permanente, on va plutôt privilégier le kit de protection. En résumé, qu'est-ce que vous devez faire si jamais il se produit une attaque? Eh bien, c'est tout d'abord l'expertise, hein, comme Alain l'a dit. Il faut prévenir le réseau loup, un expert du réseau loup assez tôt, dans les 48 heures. Quelques petits points d'attention que vous pouvez voir ici pour éviter d'altérer la scène de crime. Et puis, si le diagnostic s'avère loup certain ou probable, là, vous pourrez lancer la procédure pour l'indemnisation. En parallèle, vous pouvez aussi demander une analyse de risque, donc contacter un conseiller de Natagriwal et on évaluera ensemble à ce moment-là les moyens de protection. Pour l'indemnisation, ça aussi, ça a déjà été évoqué, c'est donc une indemnité pour les animaux tués ou blessés. L'évaluation, elle se fait par un expert externe agréé et ça peut se faire, donc elle se fait dès la première attaque, indemnisation. C'est à destination donc, des éleveurs professionnels, mais à terme, lorsque le cadre légal sera mis à jour, c'est également prévu pour les particuliers. Et pour bénéficier de cette indemnisation, il y a un formulaire de demande d'indemnisation à remplir, auquel il faut annexer le rapport d'expertise. Et ça, il faut l'envoyer au département de la nature et des forêts, en l'occurrence à la direction extérieure qui correspond à la localisation de votre exploitation. Tout ça sera transmis après à la centrale qui désignera un expert qui viendra pour évaluer le montant de l'indemnité. Je voulais terminer ici en abordant quelques analyses de risque ou ce diagnostic de vulnérabilité que j'ai pu retrouver dans la littérature en France notamment. Il n'y a pas vraiment de méthode standardisée. Ça peut se faire sous la forme d'un rapport tel que vous le voyez ici. Là, ici, sur des rapports assez poussés quand même, hein, ça fait une 40aine de pages, donc c'est un travail assez conséquent avec toute une analyse sur l'allotement du troupeau, sur une analyse socio-économique de l'exploitation. Il y a une analyse économique également qui est faite hein, par rapport, pour mettre en balance les pertes avec les indemnités correspondantes. Et ils essayent aussi d'évaluer l'impact sur le temps de travail. Là, ici, c'était un diagnostic qui a été fait dans le Jura en 2011. Et là, c'est une chambre d'agriculture qui avait fait ce diagnostic. Et tout dernièrement, là, j'ai discuté avec une chargée de mission du groupe mammalogique et herpétologique du Limousin. Donc là, on est dans le Limousin, un contexte plutôt d'élevage bovin, où elle a élaboré un outil qui est celui-ci. C'est plus sous la forme, cette fois-ci, d'une grille d'analyse avec différents critères auxquels on associe une cotation qui prennent en compte des critères à la fois sur les pratiques pastorales, le contexte économique, le contexte social. Et donc, on attribue une cote à ces différents critères et à la fin, on aboutit à un diagramme qui mesure finalement l'exposition de la parcelle ou de l'exploitation à la prédation. Donc voilà, il y a 2 semaines, on nous a transmis ces documents et son mode d'utilisation. Et donc, c'est certainement à tester pour voir si cet outil s'avère pertinent et peut nous être utile dans les analyses de risque. Donc, ils vont assez loin aussi dans la prise en compte de certains critères, hein, dans le contexte social, vous voyez. Hein, on tient compte aussi notamment de
de l'accompagnement psychologique de l'éleveur, de la condition physique de l'éleveur. C'est vrai que tout ça sont des critères à prendre en considération par rapport à des dispositifs de protection. Et donc, ils sont allés assez loin dans l'analyse. Il y a en tout 7 pages de tableau à remplir et l'analyse, en gros, ça prend quand même 2 heures à faire. Mais donc, on essaiera certainement de la tester chez nous pour les prochaines analyses de risque. Pour le moment, nous, Natagriwal, on fonctionne avec des rapports plutôt simplifiés. On n'a pas l'occasion d'aller aussi loin en termes d'analyse socio-économique, même si ces rapports simplifiés prennent déjà quand même un certain temps. Hein. On va sur le terrain, on analyse toutes les parcelles pour collecter les informations avec l'éleveur, on fait tout le rapport photo, une analyse cartographique également. Mais donc pour le moment, on fonctionne comme ça, mais le système est certainement perfectible. Et je voulais terminer en illustrant 2 analyses qu'on a faites. Une première, là, c'était à Rochefort, une première attaque hors zone de présence permanente. Là, c'était un cas assez facile. Hein. Le propriétaire avait une vingtaine de moutons, donc un élevage pas trop important, réparti en 3 parcelles. Donc là aussi, ça n'est pas un cas trop complexe. Les recommandations ont été de bien entretenir les clôtures existantes. Ça peut paraître complètement trivial, mais bien souvent, dans les clôtures, le treillis il est détendu, le loup peut passer au-dessus, ou bien le treillis il est détendu en dessous et le loup peut également se faufiler par le dessous, ou bien il y a des trous dans le treillis. Et donc, c'est vraiment essentiel de bien entretenir ces clôtures pour les rendre le plus hermétiques possible du coup, au loup. Et ça peut être suffisant parfois pour dissuader un individu. Il faut savoir qu'il y a vraiment de grosses différences comportementales dans le loup. Il y en a des téméraires qui pourront sauter un Ursus à 1,20 m, mais il y en a pour qui ils ne vont pas oser franchir l'obstacle et ils vont faire demi-tour. Donc, l'entretien de cette clôture, c'est également un point extrêmement important. Et là, finalement, pour ce cas-là, on a prêté 3 filets mobiles à installer sur la parcelle principale et le dispositif a été mis en place. Un autre exemple plus contrasté, cette fois-ci on est dans la région des Hauts-de-Fagne, on est donc dans la zone de présence permanente. Et là c'est un propriétaire de 200 moutons, donc là c'est déjà plus complexe. On se retrouvait face à une diversité aussi de types de clôtures. Hein. Il avait aussi bien de l'Ursus avec du barbelé au-dessus et des pineux assez denses. Alors ça peut constituer aussi un obstacle qui peut dissuader le loup. Mais il faut que la haie soit vraiment bien dense sur tout le périmètre, et donc ça c'est rarement le cas. Par contre, s'il faut électrifier une telle clôture, ça c'est juste impensable parce qu'il y aurait trop de pertes de charge. Il avait aussi dans son exploitation de l'Ursus qui monte à 2 mètres de haut. Donc là aussi, ça c'est un obstacle qui va freiner la plupart des loups, mais par endroits, son Ursus était troué et là, un loup pouvait se faufiler. Donc là aussi, on est allé dans des recommandations de bon entretien de ces clôtures existantes. Mais surtout, il y avait des parcelles d'une très grande taille où c'était impossible de mettre des filets sur toute la périphérie. Et donc là, on attend toujours des informations de sa part sur son plan de pâturage et le nombre d'animaux qu'il met dans telle ou telle parcelle pour essayer de calculer le nombre de filets qu'il faudrait envisager. Donc dans certains cas aussi, à l'issue de l'analyse, on attend un retour d'informations de la part de l'éleveur, ou si on veut aller plus loin, on a vraiment besoin de ces informations. Et voilà, pour conclure, eh bien, donc on est face ici à une problématique émergente en Wallonie. Hein, la thématique est nouvelle. Et donc, nous-mêmes, on reconnaît qu'on a de l'expérience à acquérir par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle problématique. C'est là évidemment que les échanges, le dialogue avec le secteur est capital. Et bien entendu aussi se nourrir d'expériences avec les pays voisins. Et là, voilà, on est en contact avec quelques partenaires dont leur tour d'expérience sera certainement enrichissant pour essayer de relever ce défi de la cohabitation entre l'homme et le loup. Je vous remercie pour votre attention.